la présentation est intitulée « État de l'art et solutions génériques ». Et j'aurais tendance à dire, mais pas que. Il faut ensuite évidemment être en capacité, lorsqu'on porte des projets qui comportent une forme d'innovation ou plusieurs formes d'innovation, il faut être en capacité d'apporter le justification et de sécuriser, la conception des enveloppes. Et donc, c'est tout l'objet des éléments de preuve, des justifications que nous avons listés dans l'un des documents que je vous présente ce matin. Alors, le document en lui-même s'appelle étude. C'est donc un état de l'art et donc une somme de propositions de méthodes d'évaluation des performances pour les enveloppes des façades, donc enveloppes façades des bâtiments en bois multi-étagés. C'est un travail qui a été fait au sein de l'atelier d'enveloppe et qui s'est concentré donc globalement sur la dernière année avec une très grosse intervention de plusieurs acteurs. Donc, tout d'abord de laboratoires, le CSTB et le FCBA. Une mise en forme du document qui a été réalisée par Ingénieco-Technologies, et cette mise en forme, elle a une importance très particulière parce que dans la lecture et la compréhension du déroulé des différentes séquences, elle est vraiment primordiale. Et donc, je remercie encore l'équipe d'Eric Dibling pour ce travail. Donc, l'ensemble avec un soutien du Codifab, sachant que les différents acteurs impliqués, outre ceux que je viens de citer, étaient différents bureaux d'études que vous voyez en bas à droite du document et qui sont fortement investis dans la démarche. Le document est, comme le disait Eric tout à l'heure, est disponible donc sur la Dropbox à Divois. Cet état de l'art s'appelle ENV A0. Le document, l'étude, se compose et est structuré en quatre parties. Une première partie qui est en fait le mode d'emploi, et c'est ce que nous allons dérouler ce matin, qui est le mode d'emploi en fait de tous les outils qui ont été créés, et notamment donc de 3 outils très importants que sont 2 tableaux, les tableaux 1 et 2, que je vais vous présenter, et puis un outil qui est plus un outil Excel. On l'a lu appeler outil parce qu'il nécessite en fait une démarche interactive sous Excel et un parcours sous Excel pour croiser en fait les différentes fonctions et notions qui le composent. Cette note d'accompagnement, c'est donc le mode d'emploi des différents tableaux outils. Nous la parcourons ce matin. Elle se compose elle-même donc suivant le plan que je vous présente là, avec, je dirais, pour chacun des tableaux de synthèse, donc les tableaux 1 et 2, des logigrammes qui viennent expliquer comment on doit manipuler ces tableaux et quel est le parcours logique pour leur utilisation. Et puis, on a jugé bon, en partie 5, en paragraphe 5 de cette note d'accompagnement, de vous présenter différents cas d'application, 3 exemples très concrets d'application. Et d'ailleurs, je terminerai ma présentation ce matin par l'un de ces exemples, qui permet en fait de voir le séquençage, notamment des justifications et la projection vers les justifications nécessaires en utilisation de l'outil 3. Les annexes sont donc en fait les tableaux 1, 2 et l'analyse descriptive de l'outil 3. Dans le cheminement logique et dans le parcours entre ces différents outils, on démarre évidemment par l'utilisation du tableau 1, qui est un tableau donc qui traite de la compatibilité entre le revêtement extérieur et le support bois sur lequel on souhaite venir le mettre en œuvre. Ça, c'est une notion très importante. Il faut absolument, quand on conçoit une enveloppe dans un bâtiment en bois, partir de la structure support et de la paroi support, en fait, sur lequel on vient mettre en œuvre le revêtement de la façade. C'est la base de tout, et vous allez voir pourquoi. Ensuite, quand ce premier travail d'identification
et ce premier fléchage est réalisé, on passe à une deuxième étape qui est l'utilisation du tableau 2, qui traite lui plus spécifiquement des revêtements extérieurs et de la compatibilité de mise en œuvre sur leur hauteur en fonction des niveaux de reconnaissance technique de chacun de ces revêtements. Lorsque ce travail est fait, on passe à une troisième séquence qui est l'utilisation de l'outil 3, qui va être elle-même basée sur un logigramme répondant à différentes questions pour les différentes notions de conception que sont la paroi support, les menuiseries extérieures et les revêtements extérieurs identifiés. On sera là donc dans une logique de définition de la reconnaissance technique pour chacun de ces critères. Et en fonction de cette reconnaissance technique, on basculera vers toute la liste des justificatifs complémentaires nécessaires à apporter au projet pour le fiabiliser. Je démarre donc par le tableau 1, compatibilité entre revêtement extérieur et support bois. La première question qu'on se pose en utilisation de ce tableau, c'est quel est l'aspect que je recherche parmi les différents aspects que nous avons serrés et qui nous paraissaient logiques sur une façade bois. Donc, les différents aspects possibles, ce sont l'aspect enduit, l'aspect panneau, l'aspect lame bois, l'aspect métallique et l'aspect minéral. Alors, on entend là par aspect minéral enduit exclu, parce que l'enduit est une famille en elle-même. Ensuite, pour chacun de ces aspects, on va avoir un guide de choix sur différents types de revêtements serriés. En fait, il y en a 17, donc de R1 à R16, donc tous les revêtements extérieurs envisageables. Et puis, lorsqu'on aura donc identifié les revêtements envisageables correspondant à cet aspect, on se posera la question de leur compatibilité avec les parois supports et la structure du bâtiment. En fonction de cette première analyse et en sortie de cette analyse, on basculera donc sur l'application du tableau 2 qui vient à la suite. Voilà comment se présente donc le tableau 1, compatibilité entre revêtement extérieur et support bois. C'est un tableau extrêmement riche et dense. Vous retrouvez, si on zoome, dans la colonne de gauche, donc les différents aspects que nous avons serrés et que je viens d'évoquer. Donc de R1 à R16, il y en a 17 puisque vous avez sur les bardages, sur l'aspect métallique, deux sous-familles. Donc, faites votre choix. Et puis donc là, vous avez justement le tutoriel qui est en annexe A de l'étude, qui vous présente le cheminement. Typiquement, je pourrais, par exemple, faire le choix d'un aspect panneau en exemple d'application. Et donc, par rapport à cet aspect panneau, j'ai donc la possibilité de deux types de traitements revêtements que sont en famille R3, le revêtement extérieur en panneau contreplaqué, donc qui fait lui référence au DTU 41.2, ou la famille R4 de bardage rapporté en bois modifié, en bois plastique, en fibre bois, en fibre ciment ou en PVC. Alors ça, c'est évidemment dans une logique de parement qui bénéficie d'un avis technique visant la pose sur cob. On a vu les colonnes, on a vu les différentes lignes du tableau. On va maintenant parcourir les différentes colonnes. Ces colonnes, ce sont donc les types de supports sur lesquels on viendrait reprendre l'enveloppe. En fait, là, il y a des croisements de différentes notions. Les types de supports peuvent être strictement des supports qui sont des supports, une structure
que je qualifierais de structure à nu, conforme au DTU 31. Donc là, on est sur une structure type poteau-poutre. Et cette structure à nu, en fait, se pose évidemment la question ensuite de l'enveloppe que je peux venir plaquer dessus. Les autres familles de supports envisageables sont en fait des familles qui sont des familles qui présentent soit une enveloppe seule, qui donc, elle, est dans ce cas-là non structurelle. Donc, typiquement, on peut se référer ici au DTU 31.4. Alors, un aparté, dans toute l'étude telle qu'elle est présentée actuellement, le DTU 31.4, puisque l'étude a été éditée antérieurement à la parution du DTU 31.4, donc vous retrouverez le DTU 31.4 à l'état de projet. Hein, il a basculé maintenant à l'état de norme. Hein. Donc, soit une enveloppe non structurelle, soit des techniques, des solutions techniques qui sont des solutions techniques en combinaison de structure et enveloppe. Et c'est le cas, par exemple, typiquement d'une COP, donc en référence au DTU 31.2 ou d'autres solutions qui sont listées ici. Par exemple, des panneaux CLT bénéficiant soit d'un avis technique, soit d'un DDA. Une particularité et une spécificité du tableau, c'est que, évidemment, notamment dans le cas où la structure est à nu en référence au DDU 31.1, il convient souvent souvent la stratégie de conception consiste à une combinaison avec des parois supports qui sont des parois pleines qui forment support du revêtement. Donc, ça veut dire qu'on peut en plus avoir une combinaison entre les différents supports bois. Donc, vous avez ici, dans cette partie médiane haute du tableau, vous avez les combinaisons possibles entre les différents supports, et notamment les combinaisons avec une structure poteau-poutre. Je vais dézoomer. Donc, une fois qu'on a fait ce choix de l'aspect et du type de revêtement, une fois qu'on a analysé le type de support sur lequel on venait se mettre en œuvre, se pose effectivement donc une question de compatibilité entre les uns et les autres. Sachant qu'une autre précision qui mérite d'être faite, c'est que vous avez à chaque fois, pour les différents supports, évidemment, la hauteur limite visée par le domaine d'emploi qui est spécifiée dans le haut du tableau. Hein. Donc, cette hauteur étant définie soit par le référentiel, étant à chaque fois définie par le référentiel, qu'il soit en fait la norme ou l'avis technique ou une ATEX de KA dans le cas de certains panneaux CLT. Donc, en croisement de ces différentes notions, on se pose la question de la compatibilité. Globalement, tout ce qui est vert et qui, et qui répond par oui, eh bien, les choses fonctionnent sans autre forme de difficulté. Dans ce qui est identifié dans les cases A et B, vous avez ici la légende en haut à gauche de cette slide. On a par contre un problème et une incompatibilité qui vient en fait, qui résulte souvent du fait que globalement les combinaisons sont des combinaisons qui ne sont pas envisageables, mais parce qu'elles n'ont pas de sens. Typiquement, si je prends un cas un peu caricatural, venir mettre en œuvre une façade légère métallique en référence au DTU 33.1 sur une cob ou sur une fob qui elle-même présente un support qui est un support continu et qui ferme la paroi. Si on poursuit la navigation et notre parcours, donc vous avez ici toujours dans le tutoriel qui est en annexe en annexe de l'étude, vous avez donc, si je reprends l'exemple panneau que j'évoquais tout à l'heure, on a donc ici identifié quels étaient tous les supports
envisageables. On a donc 7 types de solutions qui sont envisageables pour l'aspect recherché, qui sont listés ici, entre une COB classique, une FOB en référence au 31.4 et toutes les autres solutions. Les exclusions, donc c'est ce que je viens de dire, hein, c'est donc la question qui se pose à chaque fois. Donc tout ce qui est vert fonctionne. Et puis donc là typiquement on a essayé de resserrer les choix, donc dans l'exemple que nous avons pris tout à l'heure et qu'on continue à dérouler. Typiquement, si on voulait se restreindre à des parois supports qui ont uniquement une fonction enveloppe et qui ne combinent pas une fonction structure, les 3 solutions envisageables seraient donc les solutions de parois support référencées P2, P5 et P5 bis. Donc une FOB ou une FOB visée par avis technique sur liste verte de la C2P, ou une FOB bénéficiant d'une ATEX de Cara. Voilà pour le tableau 1, compatibilité entre revêtement extérieur et support bois. Je reviens au logigramme initial. Donc, nous avons donc parcouru toutes ces étapes et nous, en sortie d'analyse du tableau 1, nous basculons donc sur le tableau 2, l'application d'un autre outil qui est très important, qui est l'outil hauteur d'application des revêtements extérieurs sur support bois. Donc là, c'est un document qui est très riche que vous voyez ici, donc lui aussi présenté en annexe de l'étude, qui a fait l'objet d'un travail et d'un inventaire extrêmement précis pour référencer les niveaux de reconnaissance technique à date entre les différentes solutions disponibles. Je vais vous les présenter, sachant que le logigramme qui est proposé dans l'étude en application de ce tableau, vous le trouvez ici. C'est donc à partir du moment où on a défini quel était le type de revêtement extérieur que nous envisagions et sa paroi support, on bascule sur une analyse de définition de la hauteur maximale, mais bon, ça on la connaissait, elle était déjà importante en tant que critère en utilisation du tableau 1. Et on définit surtout une notion très importante qui est la zone de vent du projet et de la situation de la construction en référence au DTU 20.1 partie 3. Je reviendrai dessus juste après. L'objet du tableau, c'est donc de définir et identifier, définir le niveau de reconnaissance technique du revêtement, sachant que on trouve donc en abscisse, sur les lignes, les types de revêtements de R1 à R16, et on trouve dans les colonnes du tableau à chaque fois la colonne et la zone de vent et hauteur, zone de vent, situation de la construction, qui donc vont permettre en sortie de définir le niveau de reconnaissance technique, justement tenant compte de ces éléments. Vous avez, en partant de la gauche, la case qui est en vert, le niveau 1, qui est le niveau de reconnaissance technique, je dirais plus avéré, maximal. Et quand vous allez vers la droite jusqu'au niveau 4, vous allez vers un niveau de reconnaissance technique qui est plus restreint, qui est plus faible. Et donc, de façon logique, en découle la nécessité d'une évaluation et d'un champ d'évaluation qui est évidemment beaucoup plus dense à la suite. Une notion particulière sur ce tableau 2, nous avons fait en sorte que dans la définition des hauteurs, la logique de définition des hauteurs que vous avez à la fois sur le tableau 1 et sur le tableau 2 est une logique de référence au DTU 20.1. Nous avons fait en sorte, de façon générale, de ne pas croiser ce tableau
de façon systématique avec la notion de hauteur qu'on retrouve dans les codes et les référentiels relatifs à la sécurité incendie. Ceci étant, de façon particulière sur ce tableau, il nous est quand même paru important de distinguer une sorte de, de sens interdit. Donc, c'est cette case F que vous voyez là, qui définit, voilà, pour des exigences assez récentes qui ont été présentées tout à l'heure par Eric et notamment de ce qui est paru en août 2019 et le décret d'août 2019 qui portait notamment sur certains revêtements en façade bois avec des critères de niveau de réaction au feu. L'idée, c'était quand même d'avoir tout de même une appréhension du tableau qui permette de savoir s'il y avait une infaisabilité et d'identifier cette infaisabilité directement dans le tableau. Donc, ce champ F, vous le retrouvez notamment dans la partie droite ici pour certaines cases. Il nous paraissait important de l'annoncer parce que on risquait sinon des confusions si on n'affichait pas les choses, on risquait des confusions, des confusions sur les opérations. Donc, le légendage, je viens de l'expliciter, il était précisé avec le niveau de reconnaissance technique, donc de 1 à 4 et ce sens interdit F, si je puis dire. Donc, vous avez ici un zoom sur la partie haute du tableau. Donc, la référence, donc les hauteurs de construction, ça c'est assez classique. La référence aux différentes catégories sont les catégories que vous retrouvez dans le DTU 20.1 partie 3, guide pour le choix des types de murs de façade en fonction du site. Alors, c'est un DTU qui traite plutôt d'une technique lourde qui n'est pas l'objet, mais par contre, la catégorisation que vous trouvez dans ce DTU, en fait, une catégorisation qui devient assez universelle dans les référentiels français. Et donc, c'est celle sur laquelle nous sommes basés. Du haut vers le bas, on part donc par rapport à la frise que présentait Eric Dibling tout à l'heure sur les notions de traditionnalité, non-traditionnalité et de technique courante et non courante. On part donc d'un croisement entre les deux notions de technique courante et de domaine traditionnel. Donc, globalement, quand on est sur le haut, en haut à gauche du tableau, on est en plein vert ici. On est sur les solutions, je dirais, les plus qui bénéficient d'une reconnaissance technique la plus solide. Plus on descend dans le tableau, plus on bascule donc du domaine traditionnel à non traditionnel, voire à la technique non courante. Et donc, plus effectivement le niveau de reconnaissance technique est faible, et donc plus les justifications à réaliser seront importantes. Donc, vous retrouvez ici, comme je l'évoquais, les différentes familles de revêtements qui sont listées de façon exhaustive, et puis vous recroisez donc eh bien, cette notion de revêtement avec la hauteur et la catégorie pour savoir où vous vous situez. Dans l'annexe B de l'étude, vous trouvez ce tutoriel donc, pour l'utilisation du tableau. Et si on reprend l'exemple de tout à l'heure sur l'aspect panneau, et typiquement, si on choisit la famille de revêtement R4, donc qui correspond plus précisément à un bardage rapporté de type fibre-ciment, on déroule ensuite en fonction de la hauteur de construction. Là, typiquement, on est sur un exemple et un projet qui est avec une façade de 28 mètres de haut en zone de vent 4, catégorie D. Donc là, on est donc sur un champ de mise en œuvre qui commence à être assez particulier. Le croisement des différentes données, donc si on déroule,
on en arrive à la conclusion que la reconnaissance technique, pour cet exemple, est à un niveau de reconnaissance de niveau 3, donc assez faible. Et cela signifie donc que le procédé de revêtement extérieur va demander des investigations et des évaluations techniques particulières. A priori, le procédé n'a donc dans ce niveau 3 n'a pas été évalué dans une évaluation précédente de type ATEX ou dans une étude complémentaire. Ce qui veut donc dire que, ne serait-ce qu'en comparaison avec le niveau 2 qui est le niveau du dessous, il y aura à produire des justifications qui sont beaucoup plus conséquentes. En sortie de cette analyse, eh bien justement, on passe à l'aspect justification. Et donc, ces justifications, c'est la bascule vers l'outil 3, outil d'aide à l'établissement de la justification des performances des enveloppes de bâtiments en bois multi-étages, qui est un outil là aussi très important et très dense, dont les premières notions vous sont présentées donc au paragraphe 4.2 de l'étude. Donc, l'idée de cet outil qui se présente donc sous la forme d'un fichier Excel avec différents onglets qui permettent une navigation entre différents critères. Vous avez tout d'abord un onglet qui est un onglet support, donc paroi support, donc qui regroupe les 8 types de parois ou de structures support, donc qui constituent l'âme technique de la façade. Donc c'est notamment ce qu'on a envisagé tout à l'heure quand on a considéré le tableau 1. Vous avez un onglet menuiserie extérieure qu'il ne faut pas non plus oublier. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de support, on a parlé beaucoup de revêtement, mais il y a parfois quand même des baies vitrées et des visions aménagées dans un bâtiment. On n'est pas que derrière des parois opaques. Donc cet onglet menuiserie extérieure qui regroupe les 4 principales familles de menuiserie extérieure envisageables. Et puis un onglet aspect, donc là on revient à la notion aspect et revêtement, qui regroupe donc les 16 familles de revêtements extérieurs que nous avons évoquées précédemment. Pour chacun de ces onglets, on identifie les familles avec des codes P pour parois support, M pour menuiserie extérieure et R pour revêtement extérieur. Euh, pour chacun de ces codes, l'idée, c'est de trouver en colonne donc les différentes familles de solutions techniques qui sont envisageables, et dans les lignes du tableau, toutes les exigences, alors soit les performances qui sont déjà obtenues, soit les exigences qui sont applicables, et les performances attendues, et surtout les éléments de preuve à fournir dans le cas où le projet n'est pas totalement cadré par les règles de l'art. Le logigramme d'utilisation, en fait, c'est un logigramme finalement assez classique et qui balaye en fait donc les différentes notions de paroi support P, de menuiserie M et de revêtement R. Donc, il convient dans un premier temps de définir toutes les caractéristiques du projet donc, que j'ai déjà évoquées, en complément de celles déjà évoquées sur le vent. Le risque sismique doit être catégorisé, l'hygrométrie et évidemment la problématique d'incendie et de catégorisation du bâtiment. Donc, on commence par l'évaluation de la paroi support et on se pose la question, est-ce que le référentiel de la paroi support est respecté? Oui ou non? S'il est respecté, il n'y a pas de justification complémentaire à apporter. S'il ne l'est pas, on trouve donc dans l'onglet support dédié du tableau Excel, on tombe toute la liste des justifications à apporter. Et ainsi de suite. Une fois qu'on a traité les supports, on passe aux menuiseries et ensuite on passe, donc même travail, et ensuite on passe au revêtement. Donc on est d'accord que cette
identification, cette évaluation, elle est toujours à l'aune des documents de référence. On entend par documents de référence les DTU, avis techniques, règles professionnelles, recommandations professionnelles, RAGPACT, évidemment, sous réserve que la construction les respecte. Donc là-dessus, si vous avez des questions ultérieures, ça permettra de refaire un bouclage avec toutes les notions qu'a présentées Eric Dibling précédemment. Pardon. Donc voilà le tableau type donc dans l'onglet support. Et donc vous trouvez les différents procédés ici qui sont listés par colonne, avec chacun leur nom et le référentiel technico-réglementaire qui est associé. Vous trouvez en lien avec cela, vous trouvez la hauteur max de l'ouvrage qui est a priori admise par le référentiel technico-réglementaire qui a été listé. Et puis, pour chacun des critères évoqués, d'étanchéité, de résistance au vent, de résistance au choc, le critère sismique, le feu, l'altitude, la performance thermique et l'hygrométrie de la paroi, vous avez à chaque fois une ligne qui permet d'identifier le niveau et les limites de reconnaissance technique pour chaque thématique. Et donc, en sortie, qui permettent de lister toutes les informations et surtout les justifications complémentaires à apporter. Je vous propose, alors je vais essayer de basculer sur le tableau en lui-même. Voilà, vous devriez normalement avoir bon. ce à quoi ressemble le tableau Excel. Vous devriez donc l'avoir sous les yeux avant de passer un exemple. Voilà, ça permet de voir quand même la densité. Donc, en fait, les différents onglets évoqués précédemment et donc un sommaire de navigation qui permet, voilà. Typiquement, là, je suis allé dans l'onglet paroi support, hein, donc qui s'est affiché ici. Et j'ai donc, pour les différentes parois envisagées, j'ai donc à chaque fois le niveau de reconnaissance technique et les justifications qui sont listées suivant toutes les thématiques que j'ai citées précédemment. Voilà. Donc ça, c'est un outil qui est extrêmement précieux et dont il faut bien mesurer, je dirais, à la fois la précision et le travail qui est derrière. Donc ça, c'est un travail principalement réalisé par le CSTB et le FCBA. Et donc, voilà, il y a un niveau de précision, notamment si on va dans différentes cellules sur les justifications à apporter, typiquement sur les sujets d'étanchéité. Vous avez en quelque sorte ici le menu complet de ce qu'il convient d'apporter comme justification au projet, et ce pour tous les critères. Outil extrêmement précieux et extrêmement puissant. Je reviens à la présentation de ce tableau pour passer en fait à un dernier exemple. Pour finir, je vous propose de traiter un exemple. Alors, c'est l'exemple que vous avez au paragraphe 5.1 de la note d'accompagnement de l'étude. Hein, donc, il est en page 16. Donc, vous le retrouverez in extenso à côté des exemples, de deux autres exemples que nous avons traités. Alors, notamment, je vous invite à en prendre connaissance. L'exemple 3 est un exemple caricatural d'une forme d'infaisabilité. Et donc, je vous invite à les parcourir. Donc là, si on le détaille, on a un projet qui est un bâtiment de logement collectif à R+7. Le plancher bas du dernier niveau est à hauteur de 27 mètres. Alors, vous allez vite comprendre la subtilité, mais la hauteur totale du bâtiment est de 32 mètres.
euh, car en fait, évidemment, on a une différenciation entre ce qu'est la hauteur de plancher bas au sens et qui lui hauteur de plancher qui va en fait guider l'appréhension des notions de sécurité incendie et la hauteur totale du bâtiment qui, elle, est plutôt notre guide, notre curseur pour l'évaluation de tous les critères de parois et de revêtement tels qu'on les a évoqués tout à l'heure. Le projet est situé à Bordeaux. Le bâtiment est prévu avec une structure primaire mixte poteau-poutre et CLT. Et l'enveloppe sera composée d'une FOB non porteuse intégrant des menuiseries bois ou un revêtement extérieur ventilé en lame de bois. Donc vous avez ici toutes les caractéristiques et les définitions des exigences applicables au projet, donc à la fois pour le vent, sa zone et sa rugosité, donc 1 et 3B, le risque sismique qui est répertorié, l'hygrométrie, et puis en classification incendie, la classification de la famille correspondante. Donc on est en troisième famille puisque le plancher bas est inférieur à 28 mètres. Ensuite, on utilise l'outil 3 bien suivant les trois critères principaux familles P, M et R. Donc on commence par la colonne du procédé P2 qui est qu'on trouve dans l'onglet support pour façade ossature bois. Vous avez donc ici dans la colonne correspondante tenant compte de la hauteur de mise en œuvre par le menu, tout le menu des justifications complémentaires qui sont à apporter. Ensuite, lorsque on passe sur l'onglet menuiserie, on est avec des menuiseries extérieures de type M1, ce sont des menuiseries extérieures bois. Vous avez donc dans l'onglet correspondant à la fois l'évaluation et le listing de toutes les justifications nécessaires. Et puis, de la même façon, pour le sujet aspect revêtement, donc on est en lame bois, catégorie R5 de revêtement extérieur, tout dans la colonne correspondante de l'onglet aspect lame bois, vous avez toute l'auto-évaluation et les justifications à apporter. Globalement, en conclusion et en appréhension de ces différents tableaux, dans l'évaluation de la paroi support, eh bien, il ressort que lorsque… Alors, je, une petite chose, hein, l'analyse, là encore, elle a été faite antérieurement à la parution du DTU 31.4. Donc, elle a été faite en référence à ce qu'étaient les recommandations professionnelles RAGE, qui était plutôt le référentiel à disposition. Et c'est en tout cas encore le cas au mois de mars 2020 pour les façades d'ossature bois non porteuses. Donc maintenant, évidemment, on ferait cette analyse en référence au DTU 31.4. Le DTU 31.4 couvre les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est inférieur à 28 mètres et donc il n'y a pas de difficulté particulière ni de justification supplémentaire à apporter sur ce volet paroi. Pour ce qui est de l'évaluation des menuiseries extérieures, il apparaît que les performances des menuiseries choisies, elles doivent être principalement, enfin, le principal sujet, c'est leur compatibilité avec, en termes de performance AEV avec les exigences du projet. Donc ça, on est dans quelque chose de tout à fait classique et qui, quelque part, aurait été le cas dans n'importe quel type d'écriture d'enveloppe et de nature d'enveloppe. Le sujet plus consistant, c'est le sujet de l'évaluation des revêtements extérieurs, et notamment le fait que, concernant le critère de sécurité incendie, le bardage ne peut effectivement, a priori, pas être classé au moins A2S3D0. Donc là, c'est en référence
au décret d'août 2019 et aux attendus de ce décret. Donc là, l'idée est de venir utiliser un document très important sur lequel Eric pourra revenir éventuellement, puisqu'il il est dans l'éventail de documents de référence pour notre conception. C'est le document qui vaut appréciation de libératoire, qui s'appelle bois construction et propagation du feu par les façades, dans sa version 2 qui date de mars 2019. Et qui notamment, donc je redis, hein, ce document vaut appréciation de laboratoire et ce document spécifie que pour des lames de bardage en bois, pour les habitations de la troisième famille, on a une applicabilité. Dans le même temps, donc ça c'était sur le volet de sécurité incendie, dans le même temps, on a un sujet donc là, on était plutôt caractérisé par la hauteur du plancher bas du dernier niveau, donc à 27 mètres, inférieur à 28. Mais notre construction est une construction d'une hauteur de 32 mètres. Donc, la hauteur maximale des revêtements extérieurs couverts par le DTU 41.2 est de 28 mètres. Donc, on est au-dessus de cette hauteur pour 4 mètres. Et donc, il convient de réaliser toutes les justifications complémentaires qui sont listées dans le tableau. Alors, en démarrant par des justifications de stabilité, notamment des sujets de compatibilité de déplacement et de déformation entre la paroi support et le revêtement associé. Ça, c'est une notion qui est très importante, hein. C'est vraiment le b.a.-ba. Et surtout quand on monte en hauteur et qu'on a des sujets de déformation globale qui a tendance à augmenter puisque avec la hauteur de construction. Le respect des critères sur les flèches nuisibles, la compatibilité entre les flèches et les jeux privés est prévue au niveau des fixations, et évidemment la résistance par rapport aux situations sismiques. Et puis ensuite, on déroule résistance au vent. Il convient évidemment de vérifier la tenue intrinsèque propre des lames au vent. En résistance au choc, là, on revient et on se recale par rapport à ce qui était exposé dans le DTU 41.2. Et évidemment, en étanchéité, une nécessité de vérifier et d'attester de la performance de résistance à la pluie battante de la paroi, tenant compte de la hauteur de mise en œuvre. Ça, c'est quelque chose qui est classique et qu'on caractériserait sur n'importe quel composant et donc qu'on doit caractériser pour le revêtement. Tenant compte à la fois des parties courantes. Alors, on a tendance à souvent principalement se concentrer sur les parties courantes, hein, quand on évalue. Et alors, c'est vrai qu'il faut évidemment commencer par cette base qui est importante dans un bâtiment, mais les points singuliers sont aussi à traiter et les points singuliers sont souvent nombreux. Donc ça, il faut vraiment les réfléchir et donc ça nécessite, je dirais, vraiment l'évaluation et le fait et serrer tous les points singuliers qui sont souvent nombreux, des loggias, des décrochés, des retours, surtout sur des bâtiments qui sont des bâtiments à vivre, qui présentent souvent des loggias, des balcons, voilà. Et donc ça, ce sont autant de points singuliers qui sont des points d'affaiblissement potentiel de l'étanchéité. Voilà, la durabilité, de la même façon doit être évaluée. Et puis, eh bien écoutez, je crois que je suis au bout de ce que je voulais dire par rapport à cet exemple. Et notamment parce que là, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail par le menu de toutes les justifications et les éléments de preuve à apporter. Ce sont vraiment les éléments de preuve que vous trouvez dans le tableau de façon exhaustive et c'est ce qui le rend extrêmement puissant. Voilà, je voulais vous remercier pour votre attention. J'espère que ce premier déroulé était utile et vous servira pour les différents projets et les très beaux projets que vous portez tous.
évidemment, nous sommes à votre disposition au sein de l'atelier enveloppe de la commission technique d'Adif Bois pour répondre à vos questions.